réponse à la crise climatique, le président Félix Antoine Tshisekedi a annoncé le mercredi dernier à Davos, nous sommes là en Suisse au Forum mondial, il a annoncé une grande nouvelle en disant la création de la plus grande réserve tropicale protégée, une réserve qui est appelée depuis lors le couloir vers Kivu-Kinshasa, également connu sous le nom de la réserve du fleuve Congo. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Vous l'aurez compris, nous sommes donc encore en Suisse. Nous allons essayer d'examiner cette proposition du Congo. C'est le Congo qui offre au monde, parmi les solutions attendues, une réserve qui sera la plus protégée du monde parce qu'elle va s'étendre sur 500 000 km² et va aller du Kivu jusqu'au Congo central. Quelles sont les retombées d'une telle annonce? Qu'est-ce qui va se passer dans une période de grande nervosité sécuritaire où nous attendons de l'autre côté de l'Est une recrudescence de l'insécurité, de la violence, les attaques sur nos populations croissent et les FARDC ainsi que les différents alliés de la République sont en train d'aménager des efforts, en tout cas ils ne ménagent aucun effort pour pouvoir défendre la patrie. Le président fait cette proposition. Il faut donc essayer de la relier à l'ensemble de la stratégie mise en place pour préserver la planète, préserver l'Afrique, préserver le Congo, mais surtout aussi garantir la paix dans la sous-région. Je suis donc heureux de vous savoir nombreux chez vous. J'ai le plaisir de recevoir deux journalistes, en tout cas, deux experts, parce qu'ils ont, chacun, vous allez le constater, la capacité d'étendre leurs pensées au-delà du factuel, aller dans l'explicatif, mais surtout aussi dans la prospective. Nous avons donc la chance et le plaisir de recevoir ce plateau à votre gauche et à ma droite à moi, monsieur Teddy Mfitou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy Kalingay. Vous êtes journaliste à la base, mais vous avez développé un certain nombre de qualités. Vous êtes écrivain aussi, parce que vous avez écrit, en tout cas, 3 grands ouvrages dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais en tout cas, on va évoquer. Vous avez développé aussi une capacité dans l'analyse des situations, dans la communication des crises. Vous avez aussi des connaissances dans le numérique. Merci donc d'être là sur ce plateau, un peu pour donner un peu de la matière. Vous avez écrit cet ouvrage, Préterition politique, et puis un autre ouvrage que j'ai ici, Congo et Grégor du monde. Nous reviendrons un jour sur ce plateau pour pouvoir décortiquer ces ouvrages. Aujourd'hui, vous allez simplement user d'un certain contenu, même si on ne va pas faire la recension de cet ouvrage. Vous êtes donc sur ce plateau parce que la question environnementale, la question stratégique, la question des perspectives de notre pays vous intéresse. Merci d'être là. Merci. En face de vous, monsieur Distingué Kayembe, Jean-Paul Kayembe, aussi journaliste, mais déjà ayant dépassé le cadre de la formation journalistique, parce que vous êtes intéressé aussi au numérique. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle dans le jargon numérique chef système, chef projet digital. Chef digital. Donc vous avez appris à gérer les réalités qui viennent de la digitalisation, quand les structures, les sociétés, les individus, en tout cas, acceptent d'entrer dans le monde digital, ils vont rencontrer M. Kayembe qui en a les clés aujourd'hui. Merci donc d'être là, mais vous êtes aussi intéressé par la question de votre pays, par la question du numérique, mais par la question de la stratégie de la communication et surtout de la communication de puissance, celle qui est nécessitée par la guerre. Merci donc, chers confrères, d'être avec moi sur ce plateau. Nous allons tenter d'examiner un tout petit peu ce qu'il y a eu à Davos. D'abord, nous allons rentrer dans cette ville suisse qui reçoit chaque année la pensée mondiale sur les grands économistes, les grands de ce monde. C'est un rendez-vous pour discuter des grandes perspectives. Et cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi était
invité et il a participé à un panel important. C'est au cours de ce panel qu'il a annoncé la création de ce couloir vert Kinshasa, Kivu-Kinshasa. Nous allons prendre d'abord ce reportage pour nous remettre un tout petit peu dans l'ambiance et surtout dans la déclaration du président. Suivons. Lors de mon intervention au moment de la COP 26 de Glasgow en 2021, j'avais défendu l'idée que la République démocratique du Congo pouvait être un pays solution. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec vous une réponse concrète à cette vision, le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique okapi et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au bassin du Congo. Mais cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. Voilà, le président a annoncé les couleurs. C'est une grande annonce. Elle est au-delà des effets d'annonce. Vous avez déjà entendu des chiffres. Et je me tourne directement vers Distingué Kayembe parce que l'employabilité, la recherche de l'emploi, la création d'emplois, l'emploi d'entreprise est important. Alors, dans cet aspect-là, quelle est votre réaction par rapport à cette annonce? Merci beaucoup, cher aimé confrère Willy Kalingai. Je voudrais dire d'entrée de jeu que c'est une décision très ambitieuse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de se prononcer ainsi pour offrir au monde ce qu'il a pu donner, mais bien entendu avec des graves répercussions si c'est bien encadré sur la République démocratique du Congo. Il faut dire déjà que Davos, chaque année, comme vous le savez, c'est des grands enjeux, des grandes rencontres au niveau dans le secteur de l'économie. Mais aussi, il faut bien souligner que le président de la République l'a dit en décembre, devant les deux chambres du Parlement réunies, et nous comprenons que c'est quelqu'un qui travaille pour essayer de faire bénéficier au Congo ce qu'il le faut à la grandeur du Congo. Ce qui n'est pas un jeu d'enfant, c'est quand même important. D'abord, c'est louable. Je félicite le président de la République de le dire ainsi. Et derrière moi, vous avez dit, je suis journaliste, mais je suis dans le numérique. Et je suis aujourd'hui chef d'entreprise. Ça veut dire, je regarde tout de suite dans une décision l'employabilité. Je regarde tout de suite les répercussions sur le bénéfice de la population. Aujourd'hui, le Congo est compté parmi les pays qui ont près de 80%, 70%, 60%, disons, tant qu'on n'a pas les chiffres exacts,
d'une population la plus jeune au monde. Et quand on a une décision du genre, la création de cette réserve qui partirait sur 2400 km, ça me dit quelque chose pour nous qui roulons quand même sur 1000 km. Ça veut dire je pars d'Espagne, j'arrive à Bruxelles, je dépasse, j'arrive même au-delà de Hollande, des Pays-Bas. C'est le double, je peux dire, parce que quand je vais d'Espagne jusqu'à Bruxelles, je suis autour de 1000 km. Et quand c'est créé ainsi, moi, je regarde déjà, je me dis, waouh, ça veut dire qu'il y aura tout de suite dans l'encadrement les répercussions sur l'employabilité de tous ces jeunes que je vois. Mais encore, il faut que nous puissions le développer avec vous, qu'on se dise quelles sont les mesures d'encadrement et d'orientation de cela pour qu'on puisse arriver à la création des métiers. Nous allons y arriver. Alors, au-delà de l'effet d'annonce, parce que on peut se poser la question, est-ce que le président a fait simplement un effet d'annonce, mais en réalité, qu'est-ce qu'il a offert? Il a offert à qui il offre cela? Monsieur Teddy. Je pense que le président, dans cette annonce, a directement visé deux mondes différents. Il y a le monde interne, le monde congolo-congolais pour la jeunesse congolaise, à qui, d'après les chiffres qu'il a donnés, il vise 20 000 emplois pour les démobiliser, les enfants soldats et tout, ce qui est une très très grande ambition. Mais aussi, il coupe un peu l'herbe sous les pieds de ceux qui ont, dans un premier temps, voulu utiliser les pays limitrophes de la RDC pour nous mettre à genoux. Il ouvre les portes parce que, semble-t-il, dans certains salons diplomatiques, il se disait que le Congo était fermé et que les multinationales avaient besoin d'accès à quelques ressources congolaises. Alors, nous leur donnons, en plus de ce qu'ils cherchaient déjà, la possibilité de venir par la grande porte, ce qui est une très 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 belle agilité intellectuelle pour essayer de résoudre par la paix, par l'économie, par la diplomatie, une problématique qui est posée par les armes. D'ailleurs, dans la dépêche qui est publiée, il est dit ceci, je vous dis in extenso, ces couloirs vont également contribuer à stimuler la croissance économique afin de réduire la violence et d'unir l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. Il permettra de transférer chaque année 1 million de tonnes de nourriture de Kivu vers Kinshasa. Un fonds sera créé pour développer le long du bassin du Congo des entreprises axées sur les énergies renouvelables, l'agriculture et la logistique. Pour ce faire, un investissement d'1 milliard de dollars américains est nécessaire au cours de 3 à 4 prochaines années. Donc, sommes-nous en présence des moyens de la paix? Parce qu'en réalité, le Congo s'ouvre. Oui, on n'a pas trop le choix. Je pense dans la recherche des solutions, le chef de l'État a dû se rendre compte que partout, il a beaucoup voyagé, il a vu pratiquement tout ce qu'il pouvait voir. Je pense, j'ose croire que cette question était au centre de beaucoup d'activités. Parce que quand vous allez voir les gens pour qu'ils vous aident, pour qu'ils vous tendent la main, par rapport aux solutions dont vous avez besoin pour arrêter cette mort imminente du peuple congolais, la guerre a décimé la jeunesse congolaise, il faut qu'on se le dise. Donc c'était un moyen efficace, subtil et pratique pour que les intérêts se rencontrent. Les intérêts congolais d'abord, mais aussi les intérêts de ces multinationales qui ont misé beaucoup d'argent sur la guerre et qu'ils ne partiront pas comme ça s'ils ne trouvent pas gain de cause. Donc selon vous, l'offre du président de la République qui règle la question mondiale sur le réchauffement climatique peut aussi, d'une certaine manière, arrêter les raisons de la guerre?
Bien sûr, ça règle 75% des raisons de la guerre. De quelle manière? Parce que nous savons que ce sont les multinationales qui sont derrière cette guerre, parce que le Rwanda, pour ne pas citer l'Ouganda aussi, n'ont pas suffisamment de moyens pour soutenir en 3 décennies une guerre d'une telle ampleur. Il y a forcément des forces cachées qui ne se découvriront pas, mais en leur offrant justement la possibilité de gagner ce qu'ils gagnaient par la guerre, mais par la paix de manière pacifique et ouverte, il y a de fortes chances que leur appétit glouton puisse rencontrer au moins une oreille attentive de la part des autorités congolaises. Alors vous, qui êtes du numérique, vous aimez bien ce progrès, oui. Mais nous pouvons dire que le Congo a été victime du progrès numérique, parce que c'est quand le besoin d'aller vers le numérique s'est fait sentir, que les minéraux du Congo sont devenus extrêmement importants, que la guerre s'est accentuée. Pouvons-nous dire vraiment que le Congo aura payé pour la transition numérique les prix les plus chers? On peut le dire ainsi, mais je pense déjà, parlant d'est-ce que le président de la République essaie d'offrir contre le pillage des minéraux, ça veut dire que c'est un bon manager qui comprend que vous venez chez moi pour piller, par exemple, telle matière qui est importante, mais je voudrais vous montrer que ceci sert à votre substance, à votre existence. C'est important, c'est la protection de la biodiversité. Le Congo continue à souffrir, il le fait naturellement, il protège la faune et la flore. Naturellement, c'est bon pour le Congo, pour toute la planète. Mais le président de la République, un bon manager, à mon avis jusqu'ici, je vais vous montrer le mauvais côté. Je commence par féliciter le bon sens. Un bon manager, il comprend que ces gens, la protection de l'environnement est essentielle pour eux, pour toute la planète. Au lieu que je puisse leur faire la guerre, nous ne sommes pas forts pour leur faire la guerre, même s'ils passent par le Rwanda, un petit pays qui fait la honte et qui nous fait ce qu'il fait. Mais le président a pu comprendre que mieux vaut leur proposer quelque chose qui soit bénéfique pour eux et pour nous. Alors, c'est une manière de vous dire que je vous ai tout donné de meilleur pour votre survie. Si vous le refusez, on se fera la guerre pour ce qui compte pour vous, mais qui détruit. Par contre, ça, sur le plan du management, parlant du leadership, bien sûr, politique, le président de la République a bien réfléchi. Et nous, on se dit maintenant, il aura réellement offert la meilleure chose pour que les autres qui se cachent derrière toutes ces manœuvres pour, on dit bien la balkanisation de la RDC, c'est plus à cacher, Charles Onana et les autres le disent ailleurs, pour que ceux qui sont derrière cette machine comprennent que le Congo n'a pas que les minéraux, mais le Congo a la substance essentielle pour la survie de la planète. Si vous vous dites protecteur de la planète, si vous dites prédicateur de la protection de la biodiversité de l'environnement, voilà, je vous donne, occupons-nous d'abord de ceci. Cette manière d'enlever les regards du monde, de ces pilleurs et des autres, sur les minéraux de la RDC, de les diriger vers l'environnement, c'est une bonne stratégie de guerre, politique, je peux dire. Écoutez, vous deux, vous avez vécu pendant longtemps en Europe, vous y travaillez, vous connaissez à peu près comment fonctionne la pensée occidentale. L'offre a été faite à Davos, ça a été applaudi certainement, mais vous pensez que l'offre congolaise a attiré l'attention de l'Occident et des puissances en présence? Est-ce que le président a attiré de leur attention? Est-ce que ça accroche ou bien c'était juste simplement, ils ont entendu et puis ils continuent, basta? C'est là que déjà que moi je vais vous montrer la petite nuance que je fais par rapport à la décision du président de la République qui est à féliciter, courageuse, nous l'avons dit. Le président présente cette offre devant ceux qu'on appelle les pollueurs, pardon. On les appelle les pollueurs. Et c'est ces pollueurs qui sont les financeurs, les plus grands financeurs. Alors, déjà, il y a quelque chose qui se fait le soir de la prestation de serment du président Trump, qui est l'un des grands contributeurs dans cette protection de la biodiversité ou la protection de l'environnement. Le soir, il signe la sortie
de l'accord de Paris. Je me dis maintenant, c'est là que toute notre intelligence, toute notre réflexion revient. On se dit, mais les États-Unis d'Amérique, un grand pays stratégique dans cette protection, quand ils se retirent, et si les autres pollueurs qui doivent être financeurs ou qui sont financeurs faisaient la même chose que Trump, on se retrouverait dans une décision qui n'est pas très forte. La décision, la motivation est très bonne. Et au départ, très courageuse, ambitieuse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, on se dit quel serait le comportement, ou quel sera bien sûr le comportement de ceux qui regardent. Mais je sais que dans la société européenne déjà, pour nous qui vivons en Europe de temps à autre, dans la société européenne, la question de l'environnement est une question extrêmement importante. Je sais, et je peux le dire, que le président de la République ne s'est pas trompé en choisissant Davos, en choisissant ce haut cadre ou cette haute sphère de rencontres. Il a bien ciblé pour se faire entendre. Vous a peut-être récupéré. D'accord, vous gardez la parole. Je vous pose une autre question. Oui. À votre avis, pourquoi le président Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Paris? Je ne peux pas directement donner les précisions, mais je sais que Trump, d'abord, pour besoin de cohérence avec lui-même, il critiquait les autres qui étaient au pouvoir, les démocrates, d'avoir dépensé ou d'être dedans, ainsi de suite. Lui trouve que ce n'était pas important. Il fallait se retirer pour être égal à lui-même. Nous connaissons tous Trump. Il a préféré le faire. Et même les Français le disent. D'accord, mais aussi parce qu'il a, et si j'ai bien lu, il veut l'augmentation de la production du pétrole. Donc il demande aux Américains d'augmenter la production du pétrole par jour, au lieu de... Donc quelques barils, des millions de barils vont augmenter. Or, dans l'accord de Paris, oui, il est demandé une réduction sensible, sinon un transfert vers les énergies renouvelables. Mais vous savez bien, la société américaine, comment elle fonctionne, on regarde les intérêts, plus que tout autre État de la planète. Je pense que Trump ne pouvait pas négliger cet aspect qui plaît vraiment aux Américains. Se retrouver être capitaliste, gagner à tout prix. La même question, je vous la pose à vous, mais dans un autre dimensionnement. Nous avons fait cette offre. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir au regard des forces en présence dans le monde? Moi, je suis d'avis, je l'ai dit d'entrée de jeu, il faut parfois avoir l'intelligence stratégique. Et c'est là où je loue ce qui a été fait. Aller à Davos, il faut voir la délégation américaine déjà pour commencer. Les États-Unis ont été représentés par John Kerry, qui est du Parti démocrate, signataire de l'accord de Paris sur l'environnement. C'est-à-dire que le président a posé un problème tout en divisant, sachant aussi que la communauté internationale n'est pas unanime. Les Occidentaux ont des intérêts divergents. Il y a ceux pour qui le réchauffement climatique, c'est un réel problème. Et il y a d'autres, par exemple Donald Trump, personnellement, qui est sur une autre logique. Pour lui, la croissance américaine des 5 prochaines années se fera via les constructeurs automobiles. Il vise sur cela. Et sachant que les constructeurs automobiles ont besoin de biocarburants et tout ce qui vont avec, il n'a pas voulu se donner les contraintes liées à l'accord de Paris. Donc en se libérant de l'accord, voilà, en se libérant de l'OMC, de l'OMS, voilà, il se donne les marges. Oui, c'est aussi parce qu'il sait que la Chine n'a pas été signataire de l'accord de Paris. Donc il n'a pas voulu, dans son combat, parce qu'il a une obsession contre la Chine, il s'est dit, je ne peux pas vouloir combattre quelqu'un qui n'a pas de règles de son côté, moi en me donnant des règles. Donc je vais rester dans la même situation que mon concurrent pour essayer de rattraper la balance commerciale déficitaire que les États-Unis ont par rapport à la Chine. En tout cas, il aurait été vraiment aussi à Davos s'il n'avait pas été malheureusement touché par quelque chose de proche. Il a perdu son père, d'ailleurs, à qui nous rendons
un hommage mérité parce que le vieux, que nous l'appelons le vieux, Panou Panou, le tout premier président de l'Union nationale de la presse du Congo, s'en est allé, mais son fils, Tossi Panou Panou, qui est l'expert national climat, aurait pu être à Davos. Il n'a pas pu y aller et nous lui avons demandé de faire sa propre réaction par rapport à ce qui venait de se passer. Nous allons suivre M. Panou Panou Tossi, tout en lui représentant encore nos condoléances pour cette vie éclatante qui s'en est allée de notre vieux. Suivons. Personnellement, je soutiens cette initiative dénommée Couloir vert Kivu-Kinshasa, qui a été portée sur les fonds baptismaux hier à Davos par le chef de l'État. Je soutiens cette initiative pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle dénote d'une appropriation politique de la thématique environnementale et climatique sans précédent, puisque cette initiative est portée par le chef de l'État en personne, et cela aide à assumer le leadership environnemental et climatique de la RDC dans le bassin du Congo, sur le continent africain et à l'échelle mondiale. Ce leadership politique a également été dénoté à travers le décret de Madame la Première ministre qu'elle a signé en date du 15 janvier, portant création d'une aire protégée à vocation de réserve communautaire appelée Couloir vert Kivu-Kinshasa. Ce décret, bien entendu, a été rendu possible grâce à la révision de la loi portant sur la conservation, une loi qui a été révisée en un temps record par nos deux chambres du Parlement. Et cette appropriation politique par nos parlementaires, par nos sénateurs, par nos députés nationaux qui ont revu la loi sur la conservation est importante puisque nos parlementaires, se saisissant mieux de cette thématique, faisant partie de l'autorité budgétaire, pourront s'assurer que dans les années à venir, des crédits suffisants pourront être alloués à des actions visant à soutenir cette initiative ambitieuse. Je pense également que la création de ce couloir vers Kivu-Kinshasa permettra à notre pays de pouvoir respecter ses engagements au niveau international. Vous savez que la RDC a signé, ratifié les trois conventions sœurs de Rio, à savoir la convention sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité, la convention sur la lutte contre la désertification. Au niveau de la convention sur le climat, la RDC a pris l'engagement dans le cadre de l'accord de Paris de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 21% d'ici 2030. Dans le cadre de la convention sur la biodiversité et le cadre de Kunming-Montréal, le cadre mondial de Kunming-Montréal, la RDC a pris l'engagement de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la conservation d'ici 2030. Et dans le cadre de la lutte contre la désertification, la RDC a également pris divers engagements. Et donc ce couloir vert nous permettra d'accélérer la mise en œuvre des actions, des programmes, des projets, des politiques qui pourront aider la RDC à remplir ses objectifs et ses engagements auxquels nous avons souscrit. Il faut également reconnaître le fait qu'il s'agit d'une démarche novatrice puisque contrairement aux aires protégées qui sont prônées par l'Union internationale de la conservation de la nature, il ne s'agit pas de mettre un pan important de notre territoire national sous cloche pour pouvoir préserver la vie sauvage, mais il s'agit d'un modèle de conservation où l'homme est au centre de l'action et de la mise en œuvre de la conservation. Il s'agit donc d'une réserve communautaire où des communautés congolaises vont pouvoir s'impliquer, vont pouvoir s'engager pour participer à la conservation de 100 000 kilomètres carrés de forêt primaire en faisant des actions visant à leur développement social et économique, en ayant un meilleur accès à l'énergie, en créant près de 500 000 emplois directs et indirects, dont 20 000 emplois seront spécifiquement dédiés aux jeunes démobilisés des groupes armés.
Donc ce projet est porteur de beaucoup d'effets d'entraînement positifs pour les RDC et pour notre développement. Alors bien entendu, tout ne sera pas parfait, mais je pense qu'ici, il faut certainement se garder de faire du mieux l'ennemi du bien en reconnaissant les bienfaits de cette initiative pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Et il faut bien noter en lisant le décret de Madame la Première ministre que des principes fondamentaux tels que des études d'impact environnemental et social, tels que le consentement libre, informé et préalable des communautés concernées, des communautés locales, des peuples autochtones pygmées, ainsi que des principes de transparence, de bonne gouvernance, d'alignement avec les plans de développement locaux et provinciaux. Tous ces principes-là sont contenus pour s'assurer que la gouvernance qui présidera aux destinées de cette initiative pourra au mieux donner des gages de sérieux, de transparence pour pouvoir jouer le rôle d'un effet levier et en plus de nos propres financements mobilisés au niveau national, mobiliser des financements internationaux qui, comme vous le savez, répondent à certaines exigences fiduciaires extrêmement rigoureuses. Donc je pense qu'il s'agit d'une belle aventure qui débute. Il s'agit d'un projet extrêmement ambitieux et je pense que la RDC, en tout cas, gagnera pleinement à travers la mise en œuvre de ce projet. Merci. Merci Tossi Panou-Panou, merci vraiment beaucoup. Vous avez suivi un expert en la matière. On se rend bien compte que ce n'était pas un hasard si le président a fait cette déclaration à Davos. Ça a donc été préparé par le gouvernement et ça a même bénéficié d'un décret de notre Premier ministre qui avait déjà préparé l'existence même légale de ce couloir vert Kinshasa, en tout cas à Kivu, Kinshasa. Alors, nous revenons sur ce plateau avec les invités. C'est un engagement de l'État. Nous allons... Dans quelle mesure un tel projet peut être accéléré par l'apport du numérique? Parce que vous êtes tous les deux... On ne les appelle pas des numériciens, mais bon, le terme peut être utilisé. Des digitaux. Des digitaux ou quoi, mais dans quelle mesure, parce que tout en lisant les livres, je vais en lire un extrait tout à l'heure, mais dans quelle mesure un projet aussi colossal, parce que le monde nous regarde, nous avons pris un engagement de conserver, en tout cas 30% de notre territoire, de mettre ça à la conservation. Et si vous suivez Tossi tout à l'heure, il dit que ce n'est pas simplement mettre nos forêts sous cloche, donc c'est aussi une participation citoyenne à la conservation avec des communautés. Alors je reviens donc à la question, comment et dans quelle mesure le numérique peut intervenir pour pouvoir aider un projet aussi colossal à avancer afin que nous soyons lisibles dans le monde? Cher aîné confrère, je voudrais vous dire que, parce que vous parlez du numérique, nous, Teddy et moi qui sommes dans le numérique avec des formations ou qui entreprenons dans le numérique, quand on regarde le numérique, je me dis que le numérique, je vais mélanger en associant cet aspect de la réserve que le président veut créer ou a créé ou qui est là. Quand on parle du numérique, pour nous, on trouve là, c'est comme le numérique devient aujourd'hui, comme nous l'avons appris en théorie de communication, pluridisciplinaire. C'est une science aujourd'hui qui est à la bifurcation et qui est tentaculaire. Ça veut dire que, comme on dit en communication, on ne peut ne pas communiquer. Même le silence, c'est une communication. Le numérique, tout le monde aujourd'hui, comme qui dirait, vous voyez que je pars de la communication, mais je vais aussi vers la politique pour dire, si vous ne faites pas la politique, vous subissez la politique. C'est la même chose avec le numérique aujourd'hui. Donc, dans la mesure où nous parlons de la gestion de la cité, tout de suite, le numérique s'invite. Or, ce que le président de la République dit,
ça, c'est un problème. Il parle de la protection de l'environnement. Or, on ne peut parler de la protection de l'environnement sans parler du social, des répercussions sociales, économiques, d'abord, en priorité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se privent. Moi qui ai fait des études ou des investigations sur la région de Lumumba, vous voyez, nous sommes dans le Sankourou. J'ai eu le temps de traverser les forêts de la RDC. Ces gens vivent, je ne vais pas dire à l'état brut, mais ces gens vivent sans abuser de la nature, conservant bien la nature. Quand vous êtes par exemple à Kondo Chumbe chez le ministre Mende, quand vous êtes à Kabiwe Chindadi, je ne cite que cela sans parler du Kivu, Mangrove et les autres dans le Bas-Congo. Vous voyez que ces gens, eux déjà, ils conservent la nature, ils protègent la nature, mais en retour, sur le plan social, quand on parle du social, on voit la santé, qu'est-ce qu'il y a comme répercussion sur leur vie. Au-delà de ça, sur le plan économique, en retour, quel projet y est développé pour qu'ils en bénéficient? Alors je dis, le numérique, s'il est mélangé à ce projet du président de la République, tout de suite nous avons 10 milliards de métiers qui se créent. Quand vous parlez déjà de 2400 kilomètres, alors je vous ai dit, moi ça m'a tiqué, j'ai tiqué un peu en entendant parler de 2000. C'est un grand espace. C'est un grand espace. Donc je conduis pendant 10 heures fois 2. Alors quand on est sur un espace, c'est encore s'il y a la route, quand on est sur un espace comme ça, oui, quand moi je dis s'il y a la route, ça veut dire il y aura la route. Oui, c'est très bien. Il y a déjà de ce fait, s'il y a la route, ça veut dire qu'il y a une intelligence à placer sur la route. Rien que pour la route, nous sommes déjà. S'il y a l'électricité, l'énergie électrique à placer, nous avons là déjà le besoin de numériser. Pourquoi numériser? Parce que le numérique, contrairement à ce que des gens pensent que le numérique supprime des métiers. Non, le numérique multiplie des métiers en partant du virtuel au réel. Ça veut dire on va dans le virtuel, on va créer maintenant pour rencontrer le réel. Et c'est l'option que la RDC prendrait pour permettre de rattraper le retard. Ça veut dire partir du virtuel pour récupérer le retard déjà consommé dans le réel. Comment? Par exemple, on ne peut pas aujourd'hui ramener tout le monde à l'université. Ils se retrouvent déjà en poste. On se dit, avec le numérique, Teddy et moi, avec la société de promotion du numérique, nous vous proposons des micro-accréditations. Ça veut dire quelqu'un qui est au ministère de la Recherche scientifique, mais qui n'a jamais vu des outils de recherche scientifique. Quelqu'un qui est au ministère de la fonction publique ou de l'environnement même. Ou de l'environnement, qui ne comprend pas ce que c'est. Nous, en tant que technicien supérieur système réseau, en tant que chef projet digital, en tant qu'administrateur infrastructure sécurisée, nous ramenons notre intelligence en lui apportant, depuis chez lui, dans son téléphone, en lui apportant une formation particulière sur ce qu'il devrait faire pour monter en compétence. C'est ça ce que j'appelle la micro-accréditation. Monter en compétence en étant en poste avec une répercussion sur la qualification. Ça veut dire on lui donne une certification. Ça déjà, vous voyez que le numérique, lui, est que virtuel, mais il a des répercussions sur le réel. Donc, c'est un projet important, mais le numérique va certainement le booster. Beaucoup. Alors, dans la même perspective, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je pense que la RDC, en tant que nation, se priverait d'un atout considérable en n'usant pas du numérique. On va prendre des exemples concrets sur la nation congolaise. Si vous regardez les régies qui sont informatisées en RDC et les services qui ne le sont pas, actuellement, vous verrez que les régies numérisées sont parmi les régies les plus performantes en termes de recettes économiques. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Lorsque vous voyez le travail qui est fait, par exemple, au niveau du ministère de la fonction publique, qui a eu l'intelligence de numériser, d'essayer
de comptabiliser les fonctionnaires pour que... leur donner la carte digitale et tout ça. Et ça a donné directement des résultats. Et vous verrez aussi dans des ministères où il y avait pratiquement de la part des autorités à la tête de ces ministères un blocage incompréhensible de la numérisation. C'est là où on a trouvé des cadavres dans des placards. Ça veut dire que le numérique permet la vérification et l'optimisation des objectifs économiques que l'on se fixe. Et dans le cadre du projet que le chef de l'État vient de mettre en place, nous avons même ce qu'on appelle en anglais les non-fungible tokens. La capacité de numériser des sites importants pour des gens qui n'ont pas forcément besoin de se déplacer pour venir en RDC, d'acheter des espaces conviés et de les vendre sur Internet. Et là, on parle des milliards. Nous ne parlons pas de millions de dollars, mais des milliards de dollars. Donnez un cas un peu précis pour que l'on comprenne. Par exemple, nous avons par exemple le parc de Virunga. Oui. Il y a aujourd'hui la possibilité de numériser le parc de Virunga et de les vendre. C'est un principe, j'essaie d'être le plus terre à terre possible. Imaginons que quelqu'un a un site internet, il a un compte YouTube par exemple, qui est spécialisé uniquement sur la portée du parc de Virunga, où il montre les différentes facettes du parc de Virunga. Ça permet à des gens de payer à partir de leur pays un accès limité qui peut être d'une heure, d'un jour, selon le modèle que le gouvernement aura choisi, pour que les gens découvrent réellement la RDC sans forcément payer les billets et arriver sur place sur les terrains. Et tout ça, nous avons à la fois la connaissance, la capacité et la technicité adéquate pour essayer de les mettre en œuvre. Voilà pourquoi la société de la promotion du numérique que nous avons, l'association que nous avons montée, aura pour objectif justement de parler avec tous les secteurs du numérique pour que nous trouvions dans le même modèle que le chef de l'État a présenté un axe principal qui permettra à ce que chacun dans son secteur il puisse doubler, tripler, quadrupler les recettes qu'il a aujourd'hui, mais dans des temps extrêmement courts en usant justement de l'apport du numérique. Aujourd'hui, le numérique dans notre pays est perçu comme étant la marque de la bête. Donc, c'est ce qui avait été prévu. Vous êtes un prédicateur, hein, oui. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes pasteur. Alors aujourd'hui, la religion estime que le monde est vers sa fin et que l'intelligence artificielle, le numérique, l'Internet, les chiffres de la bête, voilà les marques du signe de la fin. Et donc, il faut donc résister à cela. Vous savez que dans notre pays, ici, il y a des gens qui ne regardent pas du tout la télévision, qui estiment que c'est l'œuvre des ténèbres. Il y en a d'autres qui sont allés plus loin, qui n'ont même plus l'accès au téléphone parce que c'est celui-là même la marque de la bête. Entre la survivance d'une croyance aussi forte, aussi puissante, basée sur la religiosité et le progrès vanté du numérique, où est-ce que nous mettons le curseur? Je voudrais dire que je ne nie pas ma qualité de prédicateur, merci de me le rappeler, même si nous sommes en train de parler de la science. J'ai la chance de vivre dans un pays où la loi, on appelle la France, vous savez bien que c'est égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, lève comme on dit les valeurs de la République. Mais il y a un aspect important que j'aime en France, c'est la laïcité. La laïcité, quand vous venez en France, vous savez bien que quand vous faites vos séances d'intégration, on vous rappelle que la laïcité, le principe de laïcité consacre le respect de la foi, mais pas en public. Ça veut dire, le commun, c'est les espaces publics, c'est le travail, les administrations. Quand on est dans les administrations, ne parlons pas de notre foi, parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez prouver. C'est vous qui croyez, ça vous concerne. Moi également, j'ai la chance, en tant que prédicateur, de respecter cela. Et c'est des habitudes des hommes, pas cultivés, mais des hommes vrais. Il faut respecter l'autre dans ses convictions, mais il faut que l'autre aussi me respecte dans mes convictions. Et pour réguler la vie
dans la République française, on permet à chacun de croire, mais de ne pas venir perturber la croyance de l'autre publiquement. Alors, qu'est-ce que je voudrais donner comme réponse? Je voudrais dire que si aujourd'hui, parce que des gens croient en Dieu, ils pensent que l'avion est démoniaque, est-ce qu'ils ont comme téléphone? Est-ce qu'ils ont comme habit? Est-ce qu'ils ont comme nourriture d'ailleurs? Ils devraient l'abandonner parce que c'est transporté par les avions, conçus par ceux qui supposent démoniaques. Et pourtant, la Bible elle-même en a la preuve. La Bible est le livre qui écrit par près de 40 auteurs, tous éloignés géographiquement, je ne défends pas ma foi chrétienne, mais qui est valable d'abord sur le plan scientifique. Parce que quand la Bible parle de la disparition de Babylone, vous voyez que Babylone a disparu, mais c'est dit avant. Job, bien avant, parle de la terre. Comment est la terre? Mais c'est avant que la science ne dise la terre est ronde. Job en a parlé déjà. Et quand vous regardez aussi sur le plan de la vérité, depuis quand on dit les repères, on dit toujours avant Jésus-Christ, Abraham, on cite tout ça dans la Bible. C'est pour dire quoi? Déjà même quand quelqu'un, j'ai lu dernièrement, Dieu, la science, l'épreuve, de Yves Bolloré. En France, c'est apparu avec Michel, je crois, un autre auteur. Si quelqu'un est scientifique, chrétien, pardon, ou croyant, la première des choses, il devrait reconnaître la science. La science vient de Dieu. Et si quelqu'un est scientifique, il devrait comprendre que la nature elle-même, en soi, elle reconnaît l'existence d'un être qui ne soit pas immanent, confondable aux autres, à toutes les choses, mais qui soit transcendant, une force qui soit transcendante. Très bien. Mais je voudrais nous sommes déjà vraiment dans la prédication. Je voudrais dire quelque chose pour dire que oui. Le Congo, il faut qu'on aide les Congolais à quitter ce qu'on appelle les calomnies, des racontards autour des choses, la rumeur, la théorie de la rumeur, comme Jean Chrétien Kambodoa Senghel a dit. Il faut qu'on ait la capacité d'analyser. La science n'est pas diabolique et le numérique n'est pas diabolique, mais le numérique vient nous aider à comprendre des choses avancées. Et la Bible dit, quand le Christ reviendra, tout œil le verra. Qui sait si ce n'est pas par le numérique? Parce que si je suis ici à Kinshasa, comment je le verrai en France? Sûrement, c'est par le téléphone. Quelqu'un va faire le direct depuis Paris pour montrer que le Christ est en train de venir arriver. Et si je mon téléphone, je vais voir, ah, mais le Christ est déjà là. Je ne suis pas à lever. C'est par exemple ça. Très bien, merci. Donc le numérique est même s'il est inventé par qui que ce soit, le numérique devra nous servir. Cette émission est allée vraiment très vite, je ne m'en suis pas rendu compte. Malheureusement, on me signale qu'il faut qu'on l'arrête. Mais je veux promis de lire un extrait de cet ouvrage de Teddy Mfitou, La prétérition politique. Alors, je prends un extrait avant de lui donner la parole pour terminer. Dans cet extrait, l'auteur qui est à ma droite dit ceci, chacun peut et doit contribuer à la construction d'une société plus juste et équitable. Cet ouvrage, d'ailleurs, je vous recommande de le lire, de le trouver. Cet ouvrage se veut un puissant manifeste pour une gestion publique éclairée et engagée en République démocratique du Congo. Cet ouvrage, donc, conjugue analyse et critique, réflexion philosophique et récit inspirant. L'ouvrage aspire à identifier les succès, les échecs et les leçons à tirer. Il ambitionne de forger cet ouvrage non seulement une compréhension profonde des enjeux qui gangrènent le pays, mais cet ouvrage veut aussi également, c'est un appel à l'action pour chaque citoyen, chaque acteur de la société. Il s'agit d'un voyage intellectuel et émotionnel, une invitation à se réapproprier son destin collectif et à envisager un avenir où la gestion publique devient un outil de progrès social et de justice. Cet ouvrage se propose de mettre en place un cadre d'analyse critique de politique publique en RDC en s'appuyant sur des outils d'évaluation rigoureux. Voilà, ça c'est l'ouvrage que Teddy Mfitou a mis à notre disposition. J'ai retenu bien le mot, nous devons chacun nous rapproprier
notre destin collectif. Nous sommes donc ensemble et c'est cela qu'il nous est demandé de faire. Nous devons nous engager. Nous devons nous engager dans tout ce qui concerne la vie en communauté. Alors nous allons donner un dernier mot à Teddy pour nous annoncer un tout petit peu la suite et la conclusion de ces débats qui n'en étaient pas un, mais qui était quand même un échange fructueux. Je pense que dans la droite ligne de l'extrait que vous veniez de lire, je me ferai violence pour parler d'un sujet qui concerne tous les Congolais de tous bords politiques et quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Notre pays est agressé et il est de notre devoir. Il serait même bête pour ceux qui misent sur la victoire de l'ennemi au motif que ça réglerait des problèmes que nous avons entre nous en interne. Pour ceux qui ambitionnent, bien évidemment, de prendre la place de César. Le grand problème, c'est que l'ennemi n'attendra pas que vous preniez la place de César pour vous restituer les territoires qu'il a ambitionné de conquérir, en tout cas au prix du sang de ses enfants. Nous ne savons pas l'effondrement qu'il y a actuellement du côté de l'ennemi par rapport aux pertes humaines qui sont en train de subir. Et cela nous pousse à repenser notre manière de concevoir à la fois les pays et les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Voilà pourquoi j'avais intitulé ce livre prétérition en tant que manipulation, un moyen de penser que vous êtes malin que les autres, mais en réalité, vous n'aurez à la fin que les résultats inverses de votre pensée. Voilà pourquoi c'est important que nous apprenions à la fois de nos erreurs, des faits historiques, mais aussi des efforts consentis par les uns ou les autres pour qu'on arrive à un résultat qui soit à la fois bon pour nous-mêmes au présent, mais surtout pour les générations futures. Merci Teddy Fictou, merci vraiment d'avoir été à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci Distingué Kayembe d'avoir été là. Merci surtout en tout cas aux amis téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Nous nous étions donné l'objectif en tout cas de commenter les discours du président à Davos. C'était une proposition inédite. Le président de la République avait annoncé la création d'une zone, en tout cas la plus large du monde, une zone de protection tropicale appelée le couloir vert Kivu-Kinshasa. Cette zone est une réponse mondiale à la question du réchauffement climatique, mais cette zone en même temps, c'est l'offre généreuse, puissante du Congo par rapport à toutes les ambitions du monde qui tournent autour du pays. Le Congo est ouvert, le Congo est un espace à développer. On n'a pas besoin pour ça d'exterminer sa population. Nous voulons donc que le pays se relève, mais que les communautés autour de cette zone se développent en même temps en collaborant avec tous ceux qui dans le monde sont épris de paix. Mais le Congo ne se laissera pas du tout marcher sur les pieds. Et ça, je crois que nous tous les Congolais, nous l'avons compris. Le pays est à défendre, il est à défendre à tout prix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Chemin Critique. J'ai été heureux de vous prendre cette émission. J'espère vous retrouver à une autre prochaine occasion. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Comme dit un ami de l'autre côté. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci.